مساء الخير. هنالك بعض الساعات التي نمتلكها لكنها ليست ملكنا لأنها بكل بساطة ملك أبنائنا والأجيال القادمة. واليوم في عصر السرعة ونحن في سباق مع الوقت نتوقف لساعة من الوقت فقط مع مبدع أدهش العالم بتصاميمه السباقة والفريدة ليتسلق بورصة الساعات وصولا إلى المراكز الأولى في فترة قياسية لم يدركها أحد قبله. حديثنا الليلة هو بمثابة رحلة مع عقارب الزمن في قلب صناعة شكلت لسويسرا العمود الفقري منذ مئات السنين. الليلة على تلة خضراء تمتد على آلاف الأمتار المربعة تظللها أشجار السنديان وتطل على بحيرة الليمون، حيث السكون والهدوء نلتقي بيكاسو العصر كما لقبه صديقه إلتون جون. نتعرف إلى فرانك مولير وما وراء وجوهه. Franck Muller, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Un plaisir. Je sens l'émotion dans vos yeux et dans votre regard. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Le plaisir est le mien et surtout c'est un plaisir pour le public arabe et oriental de vous découvrir. Ce soir, comme vous le savez, le titre de l'émission c'est Au-delà des visages. Donc nous allons essayer de vous découvrir, de vous dépouiller et de connaître ces multiples facettes que vous portez au fond de vous-même et sur le visage aussi. Franck Muller, vous êtes un homme passionné. Comment se mesure la passion chez vous? La passion, elle se mesure d'abord sans concession. Parce qu'une passion, elle ne doit pas se faire avec des concessions. Donc je suis un homme qui fait ma passion première qui est les montres. Je viens d'abord du monde de la technique, c'est pour ça que les montres s'appellent Master of Complication. Après j'ai découvert le design dans lequel je l'ai amené dans la montre avec la technique. Je l'ai aussi fait dans d'autres domaines comme les voitures. J'ai collaboré aussi dans le design pour des grandes marques de voitures. Mais je dirais que c'est quelque chose de sans concession. La passion, c'est quelque chose que vous faites. Vous devez être entier dans la passion, vous devez tout donner. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire de concessions. C'est un investissement entier, intégral. Oui, et sans compromis. Sans compromis. Ouais. Franck Muller, comment se comptabilise la valeur de vos créations? Voilà, ça c'est difficile à dire, mais je dirais que pour moi, le plus grand plaisir de comptabilité de la valeur de ma passion, c'est les clients qui les portent, c'est les clients qui apprécient mes montres. D'abord, je fais les montres pour moi-même, parce que je suis un créateur, donc je fais d'abord des montres qui me font plaisir, qui me sont inspirées par les différentes rencontres que j'ai dans la vie, les différentes formes d'art que je vois, les différents pays, les différentes personnalités dans tous les domaines que j'ai la chance de rencontrer de par ma position. Et tout ça m'inspire ma créativité. J'ai aussi une très grande connaissance de l'histoire de l'horlogerie, qui fait que j'ai une très grande inspiration pour ma passion. Mais je dirais qu'elle se mesure avant tout sans concession. C'est peut-être un reproche que quelquefois on m'a dit pourquoi vous ne faites pas des montres plus accessibles au public. Je dirais que quand on est sans concession, par la force des choses, il y a un prix et j'aime faire des montres sans concession au niveau de la qualité, de la perfectibilité et surtout des quantités de montres que je fais qui sont toujours très limitées puisque je travaille pour des individus et pas pour un large public. Voilà, deux choses m'ont attiré l'attention dans ce que vous venez de dire. C'est tout d'abord les clients et deuxièmement la quantité des montres. Donc on va essayer de parler de ces deux points très importants. Tout d'abord, vous avez parlé de clients. Vous avez également parlé d'investissement entier intégral dans vos créations. Lorsqu'un créateur s'investit intégralement et produit ou crée, quand il vend cette création, qu'est-ce qu'il ressent? C'est-à-dire quand vous cédez ce que vous créez, est-ce que vous cédez une partie de vous ou c'est un plaisir de voir les autres porter vos créations? Je dirais que pour moi c'est une renaissance parce que quand la création est faite
et que j'ai la chance qu'elle soit bien acceptée et bien reconnue. Donc, en gros, que c'est un succès bien accepté, qu'on apprécie l'harmonie que j'ai donnée dans cette création. Ça me permet tout de suite de me libérer et de continuer sur les nouveaux projets. Donc, chaque création est une partie de vous-même que vous donnez et ça vous prend tant qu'elle n'est pas parfaite et harmonieuse. Et je dirais qu'au moment où elle est faite, ça me libère parce que elle ne m'intéresse plus. Je passe déjà aux nouvelles créations, à la prochaine. Raison pour laquelle j'ai un nombre incalculable de références et de modèles différents, puisqu'il y en a plus de 500, donc c'est énorme. Parce que là, j'estime qu'il y a une certaine dualité entre le créateur d'un côté et le commerçant, ou le businessman de l'autre côté. Le créateur, il crée, il imagine, et il transforme ce rêve et qu'il habite en quelque chose de palpable. Et le businessman, il est censé, ou la seule chose qui l'intéresse, c'est vendre ce produit ou cet objet. Chez vous, qui l'emporte sur qui? Est-ce que c'est le créateur ou c'est le businessman? Ah bon, c'est complètement le créateur, parce que si c'était le businessman, je m'assoirais sur 4 ou 5 créations leaders, où je produirais la même quantité de monde sans me casser la tête, je veux dire, très facilement, puisque une fois qu'une création est faite, vous pouvez la produire à la quantité que vous voulez. Bah, d'une part, ça permet aussi de baisser le prix, parce que plus vous produisez, plus le prix devient intéressant. Mais ça ne m'intéresse pas du tout, parce que moi, j'ai l'intérêt pour l'individu. C'est toujours l'individu qui m'intéresse. Et le type de clientèle que j'ai sont des individus avec un caractère, une notion quand même de culture, d'art, et qui veulent se différencier des autres. Donc, je cherche à faire des montres qui me font plaisir à moi, mais qui correspondent à toutes sortes d'individus. Et ce que j'aime donner, c'est le choix à un individu qui veut acheter une montre, d'acheter la montre qui lui correspond. Parce que la montre qu'il va porter va donner une partie de sa personnalité. Et je pense que de se retrouver à un endroit, quel que soit l'endroit, avec des centaines de personnes, et de rencontrer 20 personnes avec la même montre, ça doit être peu satisfaisant au niveau de la personnalité. Est-ce que ce que vous essayez de créer correspond à l'image que vous souhaitez donner à l'acquéreur, ou c'est selon l'image ou selon le besoin de l'acquéreur, ou l'envie de l'acquéreur, que vous créez vos produits? Je souhaite. D'abord, je suis un très grand créateur, donc je crée tout le temps. Et ce que je souhaite donner au public qui me suit, ou à ceux qui s'intéressent aux montres, c'est le choix d'avoir une montre qui est une montre qui leur correspond et qui a été faite à très peu d'exemplaires. Ce qui fait qu'ils n'ont pas une montre qui correspond vraiment à leur personnalité, qui n'est pas la montre de tout le monde. Donc je ne travaille pas dans un produit de masse, je travaille des individus. Le deuxième point que je voulais soulever, c'était la question des quantités. D'habitude, quand vous créez, une création est faite en combien d'exemplaires? Alors tout dépend, ça peut être 1, 10, 20, 50, 100, pour certains 1000. Mais encore quand je dis 1000, il faut penser que dans les 1000, il peut y avoir 20 variantes différentes. Peu d'exemplaires, très peu. Très peu, il suffit dans les listes de production, c'est extrêmement exclusif. Qu'est-ce qui fait qu'un client achète une Franck Muller? Je vais dire d'abord, j'ai des clients qui sont une clientèle plutôt leader. Quelle que soit leur profession, c'est plutôt des gens indépendants, créatifs et leaders dans leur profession, que ce soit des architectes, des médecins, des artistes, ou peu importe, ou des créateurs. C'est déjà des leaders, c'est des gens qui regardent le monde devant et qui savent reconnaître à travers mes créations un produit unique qui leur correspond. Donc ils arrivent à s'identifier à ce produit. Et j'ai la chance de rencontrer
énormément de clients, mais une grande quantité de clients, puisque je fais beaucoup de voyages à travers le monde et je les rencontre. Ou ils viennent me visiter ici à Watchland. Pourquoi ont-ils une préférence pour vos créations? Je pense parce qu'ils ont une plus grande sensibilité. Les créateurs, les leaders, c'est des gens qui ont une perception, une sensibilité du monde et de ce qu'ils font qui est plus grande que les autres. Et ils ressentent cette sensibilité dans mes produits. Et la plupart du temps, ils veulent aller au-delà du produit pour sentir la sensibilité qu'il y a derrière le produit. Raison pour laquelle beaucoup passent à Watchland pour voir où sont créées les montres. La Formulaire, dans le ciel genevois, il y a plein d'avions qui passent, comme vous le remarquez. On va permettre à ces avions de passer. On va s'arrêter avec une pause publicité. Et puis par la suite, nous allons retrouver. Après cette pause pub, retour à Formulaire dans Voilà le jour, au-delà des visages, avec la naissance du maître horloger Franck Muller, l'art du temps, connaissant conteste, un grand renouvellement. Une phrase épuisée de votre dossier de presse. Pour nous, consommateurs et acheteurs, le renouvellement est naturellement dans la forme. Mais pour les experts, où peuvent-ils cerner ce renouvellement? Moi, je dirais que pour moi, d'abord, quand j'ai dû me poser la question, hein, puisque je viens d'un monde horloger où j'ai travaillé très longtemps seul, uniquement à faire des premières mondiales, donc des montres extrêmement compliquées destinées à des personnages qui connaissent le monde de la complication, d'où mon nom Master of Complication. Après, j'ai été amené à faire du design autour de ces montres complications pour me différencier. Et après, j'ai décidé de devenir, disons, entre guillemets, plus public. Donc, ne plus travailler pour 5 ou 10 personnalités dans le monde, mais vraiment faire une collection de montres. Je dirais qu'alors là, il y a toute une approche du temps de la montre qui vient différent. Alors, j'ai voulu travailler pour des individus, donc j'ai donné un énorme choix dans les couleurs d'or, parce que l'or, d'abord, c'est important. J'ai voulu donner beaucoup d'or parce que si on achète une montre en or, il faut avoir de l'or. Autrement, on achète une montre en acier, donc toutes les montres sont lourdes. J'ai développé une philosophie en me mettant à la place du client. J'ai voulu donner un grand choix de couleurs de cadran. Imaginez que c'était en 92 et qu'en 92, j'ai déjà fait la Cintré Curvex, c'était une grande montre. C'est la mode aujourd'hui, mais en 92, quand j'ai présenté ma collection, tout le monde disait que j'étais un peu fou. En 92, j'ai fait des cadrans verts, bleus, bordeaux, enfin, toutes sortes de couleurs de cadrans. Je suis parti dans la forme Cintré Curvex, qui n'existait pas. Quand vous dites 92 1992. Voilà. C'est la date de la société, disons que c'est le moment où j'ai passé de l'individu à créer une société pour devenir internationalement distribué à un certain public. Vous savez, pour ceux qui ne sont pas suisses, ils ne vont pas facilement comprendre le Holland 2. Donc c'est 1992. 1992, oui. Et alors je dirais qu'au niveau du temps, bon, il y a la forme, ça je dirais que c'est une question de goût. Je travaille sur des formes intemporelles, donc j'aime pas les formes mode qui passent. Ça m'intéresse pas. Parce que la montre, c'est pas pour moi, à mon niveau, un produit mode. C'est quelque chose de très personnel qui est avec vous, avec votre sensibilité pour lequel vous avez fait un choix. Par contre, je pense qu'il y a toutes sortes de choses que l'on peut apporter au niveau des couleurs, mais aussi au niveau de la technique. Ça, dans le monde de la complication, aujourd'hui encore, le grand nombre de complications qui sont faites aujourd'hui sont des complications qui avaient une utilité à des époques passées. C'est-à-dire quand on faisait une montre sonnerie au XVIIIe, au XIXe siècle, c'est parce qu'il n'y avait pas la lumière et puis qu'on avait besoin d'entendre le son sans rallumer la lumière. Exactement. Par exemple, quand on a fait la montre tourbillon, c'était pour conquérir les mers. Donc c'était
des rois de France, d'Angleterre, qui offraient des fortunes considérables aux horlogers pour avoir le temps le plus précis possible, parce que quand on avait la maîtrise du temps précis, on avait une navigation la plus précise et on dominait les mers. Donc c'était très important d'un point de vue armé. Moi, je pense, comme j'ai restauré énormément et que je connais très bien 4 siècles d'horlogerie, puisque j'ai d'abord commencé par restaurer les plus belles montres du monde dans les plus grands musées, les plus grandes collections. Et après, je me suis dit, ça ne suffit pas de faire ça, il faut continuer l'histoire. Donc j'ai voulu créer des montres qui n'ont jamais existé dans l'histoire pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau au niveau de la technique et de l'horlogerie. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler sur des complications contemporaines, utiles au monde d'aujourd'hui, tout comme les horlogers du passé ont créé des complications utiles du monde dans lequel ils vivaient il y a 100 ou 200 ans. Donc je pense qu'il y a énormément à apporter. Oui, mais dans le but de léguer aux générations futures. Oui, mais dans le but aussi que ça colle à la vie d'aujourd'hui. Je veux dire, les besoins de l'homme. Moi, je parle des créations d'antan. Oui. Toutes les créations d'antan étaient faites dans ce but-là. Donc, on achète une Breguet, quand on achète une Patek Philippe, on pense pas uniquement, enfin, on pensait dans le temps. On ne pensait pas uniquement au temps de l'acquisition, on pensait également aux futures générations. Je pense pas forcément, non. C'était des montres qui étaient faites dans le but de la demande et de l'utilité du propriétaire et de l'acquéreur de l'époque. Et cette date à la date où il vivait. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut continuer de faire, c'est de faire des complications contemporaines utiles au monde d'aujourd'hui. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse. Réinventer des choses qui ont déjà été faites, ça ne m'intéresse pas du tout et ça ne me passionne pas. J'ai prouvé. C'est sûr. J'ai démontré que c'est ainsi que vous êtes démarqué. Voilà, ça c'est un par l'innovation et par le renouvellement. J'ai rien à prouver. Donc j'ai préféré m'axer uniquement sur des nouvelles, des premières mondiales, apporter quelque chose de nouveau au monde aujourd'hui de la montre. D'ailleurs, c'était ça la question que je posais. Enfin, vous voulez parler du renouvellement dans vos créations. Franck Muller, dites-moi, la forme tonneau est une signature. Pardon ? Centricurvex. Centricurvex est une création Franck Muller. Complètement, oui. Beaucoup d'autres maisons d'horlogerie vous ont singé, vous ont imité. Avec la forme tonneau, oui. Est-ce que ça vous a embêté ? Écoutez, vous êtes obligé d'accepter. Moi, je suis confronté tout le temps à des leaders dans mes clients, les gens que je rencontre, et les choses. Quand vous êtes leader, vous créez un trend. Par la force des choses, les autres vont suivre ce trend, parce que tout le monde n'est pas un créateur. Il faut aussi avoir le courage de faire des montres d'aujourd'hui qui vont correspondre au monde dans 3-4 ans. Donc 3-4 ans après, voire 2 ou 3 ans après, les autres commencent à vous singer. Je veux dire, à la limite, ça vous oblige à être toujours aussi créatif, et ça prouve que vous vous êtes pas trompé dans cette création. Ça vous donne un coup de fouet. Ça me donne un coup de fouet. Pour aller de l'avant. Ouais. Mais c'est bien d'être singé parfois. C'est un plaisir de savoir que beaucoup de gens nous suivent. Oui. Ouais. Pour moi, c'est pas un plaisir. Je préférerais qu'il soit créatif aussi. Je veux dire. Mais ça fait de vous un créateur exceptionnel. J'ai pas d'admiration pour ceux qui singent. J'ai de l'admiration pour les créateurs. Ça, c'est sûr. Mais ça prouve que vous êtes un créateur exceptionnel, avant-gardiste et unique. On peut le voir comme ça, de ce point de vue-là. Enfin oui, les perceptions peuvent varier d'un être humain à l'autre. Franck Muller, vous avez des origines latines. Oui. Est-ce qu'elles ont influé votre talent dans l'aspect exotique, imaginatif, avant-gardiste ? Oui, effectivement, j'ai des origines suisses-allemandes, par le nom de mon père, Muller, et ma mère vient du sud de l'Italie. Comme vous savez, même dans le fashion, la mode, ils viennent tous du sud de l'Italie. Donc effectivement, que la culture italienne, qui est la base même de ce qu'on vit aujourd'hui, l'Empire romain. En tout cas dans nos pays où ils ont beaucoup apporté, structuré, dans l'art et tout ça, m'influence beaucoup. Le latin est quelqu'un d'impulsif, qui a un grand sens
de l'équilibre de l'art, des formes. De la rigueur. De la rigueur et de l'esthétisme. Donc je suis très, très esthète. Je dirais que c'est une de mes premières qualités. Vous avez commencé à vous intéresser à la mécanique depuis votre temps d'enfance. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché cette aventure chez vous? L'amour de l'art. Parce qu'à l'âge de 12 ans, je fréquentais déjà les marchés aux puces, les antiquaires, les musées, parce que j'aimais beaucoup ça. Comme j'étais doué de mes mains, j'étais plutôt porté sur de l'art scientifique et le passé. Donc collection d'appareils photo, TSF, les radios, les premières télévisions, tous les instruments scientifiques. On est envahi par les avions, vous avez remarqué. Oui. C'est une bonne chose. Oui, ça prouve qu'on est dans un monde vivant qui bouge et qui est de plus en plus petit. On nous observe en plus. On nous observe. Et c'est avec ce parcours-là qu'une personne, c'est pour ça qu'il y a toujours des moments clés et des gens qui font que ça peut changer des fois le parcours de votre vie si vous le suivez. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était expert en horlogerie ancienne et qui m'a dit, mais avec les qualités que tu as, l'intérêt que tu as, tu devrais rentrer à l'école d'horlogerie. Car après, on a un grand besoin dans les musées, pour nos collectionneurs et tout, de pouvoir restaurer les pièces de collection, mais je parle des grandes pièces, des œuvres d'art du passé, pour leur redonner vie et l'aspect qu'elles avaient. Donc je suis rentré à l'école d'horlogerie sur son conseil, et il s'est trouvé que j'étais extrêmement doué, puisque j'ai raflé tous les prix à l'école d'horlogerie. J'ai déjà créé des complications à l'école d'horlogerie, et à la sortie de l'école d'horlogerie, toujours d'après le conseil qu'il m'avait donné, je suis rentré dans le monde de la restauration. Donc j'ai plongé dans 400 ans d'histoire de création horlogère, et comme j'ai la chance d'être doué, j'ai eu la chance de connaître les plus grands collectionneurs du monde de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, les collectionneurs étaient des collectionneurs de montres de poche, qui m'apportaient leurs montres pour leur redonner vie et leur valeur, parce que, comme vous le savez, dans l'art, toute œuvre d'art doit être, comme on dit en français, fleur de coin, parfaite pour qu'elle ait sa complète valeur. Sa vraie dimension. Alors je dirais que j'étais un expert pour refaire toutes les pièces qui manquaient sans que ça se voie, pour redonner la vraie valeur à ces montres. Donc j'ai beaucoup appris ça pendant 4 ans, mais j'ai senti la limite et j'ai vraiment senti le besoin de m'exprimer moi-même comme les horlogers de l'époque et de continuer l'histoire. Donc c'est là où vous êtes formé, c'est là où vous êtes forgé. C'est là où je me suis forgé, oui. Cependant, vous avez tout le temps été considéré comme un restaurateur très cher. Alors comment expliquez-vous la cherté de vos honoraires? Bon, dans l'absolu, disons dans l'absolu, comment définissez-vous la notion de la cherté? La notion de la cherté, elle est très simple. Quand vous ne faites pas de compromis, par la force des choses, est cher. Je vais vous expliquer un détail que personne ne voit. Vous voyez, par exemple, sur toutes les montres Franck Muller, vous avez un verre saphir. Un verre saphir, ça paraît bête, mais il y a très peu de producteurs dans le monde et il y a 2 types de verre saphir. Il y a du verre saphir industriel et après il y a des verres saphirs militaires et médicaux qui sont parfaitement purs et sans le moindre défaut, le moindre voile à l'intérieur. Le rapport de prix, il est de 1 à 10, sans compter les pertes de production, parce que si vous faites 100 verres saphir, il y en a peut-être 80 de bons. J'utilise que du verre saphir militaire et médicaux. Peut-être les clients ne le voient pas parce qu'on n'en fait pas un étalage de marketing, de dire nous on a les saphirs complètement purs, comme un diamant qui est pur. Mais c'est un sans compromis. Par exemple, j'offre 5 couleurs d'or sur tous les modèles et je ne fais pas de la masse et de la quantité, je travaille pour les individus. Et que quand vous êtes comme ça, sans compromis sur tout, ben effectivement, il y a un prix à payer, je veux dire. Parfois inestimable. La rareté, l'exception, l'exclusivité, tout ça fait qu'il y a un prix à payer. Si la même montre, je devais en faire 100 000, effectivement, ce ne serait pas du tout le même prix. Franck Muller, vous êtes aujourd'hui installé à Gentot. Je parle certainement de votre atelier, ou plutôt de vos ateliers, puisqu'ils sont éparpillés sur plusieurs maisons, plusieurs anciennes maisons,
vue de l'extérieur, je veux dire. Et vous êtes perché sur une colline verte, couverte de vignes, et vous surplombez le lac Léman, et vous faites face au Mont Blanc. Donc j'imagine que le paysage est magnifiquement créatif et inspirateur. Pour vous, où réside l'importance de ce site? Pour moi, il est capital, il est primordial. Il fait partie de l'ensemble de la philosophie de la montre. C'est-à-dire quand vous êtes sans compromis puis que vous voulez obtenir le maximum d'un individu, il ne faut pas lui demander de travailler dans une zone industrielle et du béton armé face à quelque chose qui n'est pas beau. Donc pour moi, c'est déjà très important de ne pas être dans une zone industrielle, mais il se trouve qu'on est dans la zone résidentielle la plus chère de Genève, la plus ancienne, et dans un cadre fantastique et merveilleux, où tous ceux qui travaillent pour moi ont la possibilité et de s'exprimer et sont des individus et pas des numéros. À partir de ce moment-là, j'estime que je leur offre toute la chance possible pour me donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour moi, c'est aussi important pour ma créativité. La société a changé de nom en 1998 et elle fut baptisée Watchland. Pourquoi? Alors ça, c'est toute une idée qui m'est venue par Elton John quand il a fait la chanson du Roi Lion. Lion King. Pour le Lion King pour Disneyland. Et quand je lui ai posé la question, comment ça se fait que tu as fait, il m'a dit, mais moi je travaille pour toutes les générations et c'est un grand plaisir pour moi de faire l'exercice, de faire des chansons pour des dessins animés pour Disneyland. Et je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose, un concept qui est intéressant et que j'aimerais mettre en place. Donc, compte tenu que j'ai un site exceptionnel qui est très grand et qui est à développer, puisque nous avons 150 000 m² de terrain, dans le plus beau site résidentiel de Genève, j'ai l'intention de développer ce concept. Déjà, je fais des montres pour toutes les générations, mais en plus, vous constaterez en visitant les ateliers, il y a énormément de jeunes qui travaillent, la moyenne d'âge est très jeune, parce que j'aime bien les éduquer, leur donner un potentiel et surtout qu'ils suivent ma philosophie de travail de Watchland, où ils existent en tant qu'individus. Ça se retrouve sur chaque montre. N'importe quel client peut venir ici. Si je regarde le numéro de sa montre, je peux lui montrer l'horloger qu'il a faite. Et en même temps, je veux rentrer aussi dans un concept par la suite éducatif, puisque la montre, c'est de la physique et mathématiques, et faire des jeux où on pourra faire des pendules tout en apprenant à compter. Enfin. Donc du coup, ça m'a ouvert l'esprit, cette expérience d'Elton John, et j'ai décidé de faire le concept Watchland. Qui en français veut dire domaine de montre. Oui. Voilà. Franck Muller, en 2001, vous lancez votre ligne de bijoux. Oui. Pourtant, cette ligne n'a pas cartonné. Pourquoi? C'est pas vrai. Non, j'aime pas qu'on dise qu'elle n'a pas cartonné parce qu'elle a été une extrêmement grande réussite pour la première année, au niveau du chiffre d'affaires, sans publicité, sans promotion. Donc j'étais très satisfait du résultat. Il faut savoir que pour moi, c'était un exercice que je voulais faire depuis de nombreuses années et qui est un exercice nouveau pour moi. Parce que même s'il y a des affinités avec les montres joaillerie, l'approche de la joaillerie hors du contexte d'une montre, je veux dire des parures, des bracelets, des bagues, était un monde nouveau. Donc le premier exercice était satisfaisant, mais m'a démontré que je ne pouvais pas répondre à la demande. Donc du coup, ça ne servait à rien de commencer à y lancer en grand et y faire connaître, puisque je n'avais pas la production derrière. Donc j'ai dit, on calme un peu, et on essaye de tout réorganiser en interne du point de vue de la production pour mieux maîtriser la demande. Mais c'est loin de ce que vous avez dit, ça a été un immense succès. Franck Muller, on va s'arrêter une fois de plus avec une pause publicitaire. Oui. Et puis par la suite, nous allons reprendre cette discussion intéressante. Restez avec nous.
formulaire, plein de maisons d'horlogerie ont essayé d'avoir recours à des acteurs, des actrices et des figures publiques triées sur le volet de plusieurs domaines. Et tout ça dans le but de consolider leur image. Est-ce que cette formule s'applique sur vous? J'aurais de la peine à l'appliquer puisque ce type de personnages font partie de mes clients. Donc, je n'ai pas besoin de l'appliquer parce que d'abord, ils aiment mes montres et ils les achètent et ils les portent et ça me fait peut-être de la promotion, mais précisément parce que c'est des individus qui veulent faire leur choix personnel. Entre les contrats professionnels que vous pouvez faire et après, en tant qu'être humain, ce que vous voulez acheter et consommer comme individu, ça fait une grande différence. Donc je dirais que j'ai un très 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 grand nombre de célébrités qui portent mes montres, ça vous pouvez voir dans les journaux, presse et partout, mais qui ne sont en tout cas pas, même si c'est des ambassadeurs, comme vous dites, qui ne sont pas des ambassadeurs sous contrat, ils sont des ambassadeurs sous choix personnel parce qu'elles ont été achetées la montre qu'elles avaient envie de porter. Nous remarquons quand même ici dans notre bureau plein de portraits, plein de photos de personnalités. Je vois ici Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Paul Anka, Elton John. Je vois ici le roi Mohammed VI, je vois Céline Dion, René Angélil. Je vois également George Hamilton. Aidez-moi un tout petit peu. Et Naomi Campbell. Vous pouvez trouver toutes les grandes stars du football, du basket. Bruce Willis. Bruce Willis, un acteur espagnol. Antonio Banderas. Voilà, donc c'est une pléiade de personnalités du showbiz qui sont là dans des cadres bien triés avec tous et toutes des autographes et des signatures. Alors tous ces gens-là, c'est une amitié qui s'est liée avec le temps et ce n'est pas forcément des ambassadeurs officiels que vous avez désignés. Ils ont décidé de choisir et d'acheter eux-mêmes vos montres et c'est par la suite que cette amitié est née entre vous. Oui, c'est ça. C'est que, bon, moi je ne choisis pas, c'est des choix personnels qui font eux-mêmes. Il se trouve que par la suite, ils ont envie de me rencontrer lors de voyages ou quand ils sont tout simplement de passage à Genève. Et vous avez aussi envie de le rencontrer, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Et avec grand plaisir, parce que bon, là, vous voyez des personnalités du cinéma, de la chanson, vous pouvez en voir dans l'architecture, la médecine, dans toutes sortes de domaines. Les créatifs ont besoin de se confronter entre eux parce que s'ils sont leaders dans leur domaine, on a tous besoin de savoir quel sera le monde de demain. Donc le fait de se rencontrer, de discuter, de passer des soirées ensemble, sans qu'on passe des soirées philosophiques à dire quel sera demain, simplement font qu'il ressort de ces conversations finalement, à la fin, un sentiment, une idée une ligne directrice et aussi beaucoup être à l'écoute des nouvelles générations, c'est très important aussi. De ce que sera dans 3, 4, 5 ans, 10 ans. Je ne dirais pas les tendances, mais tout en restant dans un produit classique qui dure dans le temps, des choses qui vont coller aux nouvelles générations. Il faut savoir qu'on est dans un monde mouvant. Moi, je viens du XXe siècle, mais pensez que tous ceux qui sont nés après 1980 sont des personnages, des individus du XXIe siècle. Ils sont nés avec l'ordinateur, les téléphones portables. Ils ne font pas partie du vieux monde dont je fais partie. Moi, j'espère vivre encore longtemps, mais enfin, j'ai passé plus de 40 ans dans le XXe siècle. Oui, mais quelqu'un qui travaille dans le monde des montres vit toujours contre le temps et en course avec le temps, en particulier. Ils vont tous à l'encontre du temps et en course avec le temps. Quelqu'un comme vous dans l'horlogerie, c'est certainement une course avec le temps plus que les autres. Et j'estime que vous ne vivez pas uniquement dans les années 50 et 70, enfin les années de votre jeunesse, vous vivez dans le futur. Voilà. Vous projetez le futur aussi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est important de rencontrer tous ces individus pour sentir le futur. J'aime bien réinterpréter le temps aussi pour interroger l'individu. J'ai fait beaucoup de montres qui vous posent
à l'individu la question du temps, donc il le confronte. Quelles seraient les questions que vous aimeriez poser à l'individu? Qui m'achèterait une montre? Non, à l'individu. Enfin, vous avez dit, vous aimeriez bien redécouvrir le temps à travers l'individu. J'ai fait des créations. Dans beaucoup de monde, je me suis exprimé dans ce domaine. Alors, j'ai fait, par exemple, si vous avez une montre avec les aiguilles de seconde qui tournent en rond, vous avez une impression d'infinité du temps. Que le circulaire vous donne un temps infini. Maintenant, quand j'ai lancé pour la première fois la montre avec seconde rétrograde, donc la seconde part de 0, elle arrive à 60, paf, elle repart à 0. Vous n'êtes plus dans une infinie du temps. Vous savez clairement vous-même, sans vous en rendre compte, que cette minute-là, vous ne la vivrez plus. Elle est passée. Vous voyez, vous n'êtes plus dans une logique d'immortalité. Vous êtes dans une logique où chaque minute qui passe, vous savez qu'elle est passée, vous ne la récupérerez plus. Hein, donc quand on dit il ne faut pas faire demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vrai, mais il faut aussi en même temps savoir apprécier tous les moments de la vie. Donc ça, c'était une montre précisément qui interpelle l'individu, qui le confronte à lui-même, à se poser la question, quand il regarde sa montre, de se dire, paf, la minute elle est passée, je ne la récupère plus. Ça le confronte à une notion du temps. Formulaire, quelle image essayez-vous de donner? Je dirais que d'abord, j'essaie d'être moi-même, j'essaie pas forcément de donner une image, bien que toute une partie du secteur horloger aimerait m'enfermer dans le Master of Complication, où je suis très largement créatif et où j'apporte énormément de nouveautés chaque année, donc j'ai rien à prouver dans ce sens-là. Mais j'aime bien m'exprimer, je dirais, dans tous les genres de l'horlogerie, donc j'ai pas peur de faire des choses qui ne se sont pas faites ou qui ne se font pas dans l'horlogerie. Donc, si je devais donner une image, c'est une image de vie, de confiance dans l'individu, de respect de l'individu et de créativité, parce que pour moi, c'est l'essence même de la vie, c'est de faire ce qu'on aime, donc de créer quel que soit le domaine, mais c'est avec passion. Et quel message tentez-vous de faire parvenir? Faites ce que vous avez envie et défendez cette idée dans votre chemin de vie le plus possible, parce que quand vous faites ce que vous avez envie, vous comptez plus, il n'y a plus de notion de temps. Vous rentrez dans un système de passion et vous donnez le meilleur de vous-même. Et vous y arriverez? Moi j'ai toujours fait ça, donc j'ai toujours fait ce que j'ai envie sans compromis. Donc, mais c'est ce que je souhaite à tout le monde, parce que j'ai eu la chance, moi personnellement, de trouver ma voie. Donc si j'ai un message à donner aux jeunes, en particulier parce que c'est eux qui se trouvent confrontés à la vie et qu'est-ce qu'ils vont devoir en faire, c'est chercher, essayer de trouver votre chemin, parce que tout le monde a un chemin et tout le monde est plein de qualités et tout le monde a quelque chose à apporter dans ce monde. Donc qu'il essaye de trouver la voie qui lui fait plaisir, où il a envie de s'exprimer, qu'il le fasse, qu'il donne tout son cœur, qu'il y mette toute sa passion, parce que le reste vient tout seul après. Pas tout à fait. L'opportunité n'est pas tout le temps là. Oui, mais il faut aussi la rechercher, je veux dire. Hein. Mais essayons qu'ils essayent de faire ce qu'ils de militer, de se combattre pour y arriver, oui. Certainement. Oui. Vous parliez de Bruce Willis. On n'est pas tout le temps confronté à attraper et à avoir cette opportunité et cette chance. Oui, je suis d'accord. Ce que vous dites est parfait, mais c'est un peu utopique. Non, parce que moi, tous les gens que j'ai rencontrés, qui sont soit leaders dans le monde, que ce soit politique, artistique, médecine, et ci et ça, c'est parce qu'ils l'ont voulu. Ils n'avaient pas forcément l'opportunité. Pas nécessairement. Vous avez également rencontré des monarques, des princes qui l'ont hérité également. Oui. Et vous avez rencontré des leaders, donc des êtres d'exception. On n'est pas tous exceptionnels. Moi, je crois que... Nous ne sommes pas tous égaux, malheureusement. Peut-être, j'aime à croire qu'en chaque individu, il y a quelque chose d'exceptionnel qui peut exprimer et apporter dans ce monde. C'est sûr, il a un grand potentiel.
enfoui en chacun de nous. Mais Alors il faut savoir trouver quel est ce potentiel. pour le manifester, pour l'extérioriser, c'est une chose qui n'est pas facile. Non. C'est une discipline qui vient avec le temps. Ouais. Mais il nous faut cette petite chance, Ouais. et cette petite fente à travers laquelle la chance doit rentrer et à travers laquelle nous devons l'attraper, la saisir pour se mettre sur la bonne voie et pour arriver à nos objectifs dans la vie. Et après, il ne faut pas oublier que c'est une grande somme de travail. C'est des heures de travail et ça. c'est des années de labeur. C'est des années de labeur, parce que ça encore, c'est une toute petite chose, mais ce qui fait la qualité d'une personne, c'est la somme d'expérience qu'il a acquise. L'expérience acquise n'étant rien d'autre, la somme d'erreurs qu'on a fait qu'avant les autres, on sait qu'il ne faut pas... Tout à fait. You made it. Mais je crois en l'individu. Je suis fondamentalement quelqu'un qui croit à un monde positif, en la bonté des gens, en l'individu et au fait que chaque personne a un potentiel. Franck Muller est la toute dernière pause publicitaire. Restez avec nous. Franck Muller, nous savons très bien que l'industrie horlogère est divisée en 3 parties distinctes. Le gâteau horloger donc est divisé en 3 portions différentes. La première étant le bas de gamme, toutes les montres qui sont vendues à moins de 100 francs suisses. La deuxième portion étant la portion des montres dont le prix varie entre 100 francs suisses et 4000 francs suisses. Et la toute dernière portion, qui est la plus importante naturellement, c'est le haut de gamme, toutes les montres qui sont vendues à partir de 4000 francs suisses. Dites-moi où est-ce que vous vous situez, quelle est votre part de ce gâteau et quelle est votre part du marché en général. Bon, je dirais que comme moi je fais les choses sans compromis, par la force des choses, je suis dans des montres à plus de 5000 francs suisses. Ça par la force des choses, parce que je veux pas faire de compromis, donc à la fin il y a un prix à payer pour des choses de qualité, rares, exceptionnelles. De ce point de vue-là, j'occupe une part toujours plus importante du gâteau, comme vous me l'appelez. Et je suis si vous comptez que le total de cette part de gâteau est de 200 000 montres par année, on en fait 40 000. Plus de 40 000. Donc plus ou moins le quart, 25%. On en occupe une bonne partie. Oui. C'est assez considérable. Vous avez brûlé les étapes en grimpant les échelles pour occuper les premières places, comme vous venez de le dire, dans la bourse des montres. Un exploit que personne, même les grandes maisons, n'ont pu atteindre depuis plus de 100 ans. Qu'est-ce que cela vous fait? Je dirais que j'ai eu la chance et en même temps la volonté de faire avancer un peu l'histoire de l'horlogerie, et de me retrouver dans un monde horloger qui était très figé. Vous avez dit, c'était des maisons qui ont plus de 100 ans. Il y a des choses qui ne se font pas, on doit faire comme ça, on doit maintenir la tradition du fondateur, du passé. Moi, je suis arrivé libre de tout, comme créateur, ne dépendant de rien, n'ayant de compte à rendre à personne. Donc j'ai vraiment pu m'exprimer tel que je l'ai souhaité, et ça a correspondu à un nombre d'individus qui avaient cette attente de produits nouveaux, plus créatifs et plus frais. Comme ça me fait, à titre personnel, je dirais que c'est toujours une grande satisfaction quand je voyage dans le monde, que je rencontre mes clients, de voir qu'ils apprécient mes montres. À ce niveau-là, c'est une grande satisfaction. En même temps, c'est une grande responsabilité parce que j'ai énormément d'employés qui dépendent précisément de mes créativités, du bon fonctionnement de l'entreprise et tout ça. Donc, ma position en tant qu'être humain a beaucoup changé en 10 ans. Alors que pas du tout au point de vue créatif, elle a été décuplée, parce que j'ai d'autres moyens plus importants. Mais en tant qu'individu, effectivement, ça fait un changement. Votre temps, vous avez très peu de temps à dédier à beaucoup de personnes. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, je pouvais
parler pendant 1 heure avec l'épicière du coin, disons. Franck Muller, le monde arabe, Oui. vous y êtes familier? De plus en plus, oui. De plus en plus parce que d'abord j'ai voyagé, j'ai été il y a 5 ans à Beyrouth, j'étais à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, enfin, je rencontre énormément de personnalités arabes aussi. Un autre monde, je dirais. Dans quel sens? En quel sens que, vous savez, c'est un peu le problème des gens quand on doit aborder un autre monde. Je veux dire, si je suis en Chine, je suis dans un autre monde. Je dirais que si je suis en Allemagne, je suis dans un autre monde. Si je suis en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, c'est aussi un monde. Dans le sens, c'est que c'est un monde culturel avec une histoire très importante qui nous a beaucoup influencé nous-mêmes en Occident, hein, ne serait-ce que avec les chiffres. Enfin, je veux dire, le monde arabe a apporté historiquement énormément dans le monde. Je présume qu'aujourd'hui, vous êtes présent dans plusieurs capitales arabes. Vos montres sont vendues un peu partout. Vous avez certaines boutiques également dans le monde arabe. Sinon, vous êtes représenté par plusieurs agents. Et j'estime que vous avez un grand public qui vous regarde ce soir. Ce soir, je n'ai pas essayé d'interviewer, d'interroger un simple horloger. Vous savez, il y a une centaine d'horlogers dans le monde entier. Et ce n'est pas ce que je voulais. J'ai surtout voulu connaître ce petit génie qu'on a souvent comparé à Picasso, que ce soit les journaux, que ce soit la presse occidentale, que ce soit votre ami Elton John. Je vais vous demander de bien vouloir clôturer l'émission à votre façon. Allez-y. D'abord, je vous remercie d'avoir fait cette interview et j'aimerais saluer et remercier et dire toute l'estime que j'ai pour le monde arabe qui et dans l'horlogerie y compris, nous a beaucoup apporté. Et j'espère que le monde continuera à savoir vivre en bonne entente et en acceptant l'apport des uns et des autres au point de vue des différences de culture, ceci dans un respect et une admiration mutuelle. شكرا. على امل انه الانسان يقدر الوقت اكثر. بتامل التقي فيكم الاسبوع المقبل بنفس الوقت. تصبحوا على خير.